pas reconnus par l'assurance maladie et dont les prises en charge ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. On le verra là avec le parcours coordonné renforcé obésité qui concerne les diététiciens et les psychologues pour partie, vu qu'il y a eu une évolution du droit commun en même temps. L'autre dimension qui a été prise en compte avec le parcours coordonné renforcé, c'est que ces prises en charge pouvaient se faire aussi bien en ville qu'à l'hôpital, parce qu'on est sur des parcours plus longs, avec des situations particulières qui peuvent être complexes, et donc avec un modèle de financement qui doit intégrer tant l'hôpital que potentiellement le champ médico-social et la ville. Et donc, le parcours coordonné renforcé est venu répondre à ces attentes-là et a été créé, on le verra un peu plus loin, pour répondre à ces attentes. Et enfin, on a bien entendu, une fois la publication du parcours coordonné renforcé, un passage dans le droit commun d'un nouveau modèle et on va pouvoir l'aborder. Sur la place dans l'offre de santé, il faut savoir que dans le cadre de l'article 51, en tout cas des expérimentations, aujourd'hui on est à peu près à 160 expérimentations au niveau national d'article 51 et on estime, après avoir entre les sorties en tout cas qui seront données, mais on estime à environ 60% des innovations qui sont expérimentées dans le cadre de l'article 51 qui seront transformés en parcours coordonné renforcé in fine. Donc, bien sûr, tout ne passera pas dans le droit commun parce que c'est aussi dépendant des résultats d'évaluation. Pour autant, cette configuration de pluriprofessionnel avec les différents secteurs, on le retrouve dans une grande part des expérimentations qui sont portées dans le cadre de l'article 51. L'idée, c'est d'apporter une prise en charge de proximité pour des patients qui pourraient relever potentiellement d'une hospitalisation en SMR, par exemple, et d'organiser en ville une prise en charge des patients un peu plus complexes, c'est-à-dire la philosophie de l'article du parcours coordonné renforcé, c'est d'amener une prise en charge de niveau 2 en dehors de l'hôpital, plutôt en proximité et avec une dominante ambulatoire. Ça s'accompagne d'un financement qui n'est plus un financement à l'acte, mais un financement au parcours qui répond dans ce financement à un forfait des différents professionnels qui interviennent, y compris les non conventionnés. Et donc, il y a une reconnaissance dans le cadre du parcours coordonné renforcé de ces professionnels. Et on a, comme je vous le disais, les différentes dimensions, ville, hôpital et médico-social. Le forfait intègre aussi une autre dimension par rapport aux patients, c'est qu'on est sur une prise en charge plus longue. On le verra avec le PCR obésité. On est à minima sur une année renouvelable jusqu'à plusieurs années en fonction des parcours coordonnés renforcés. Systématiquement, le parcours s'appuie sur une équipe socle qui est définie par voie d'arrêté. Le financement qui est construit aussi pour amener une forme de solidarité et de coordination au sein de cette équipe avec une valorisation du temps de coordination au sein du forfait. C'était aussi un des éléments qui ressortait dans les expérimentations article 51, c'est que on n'avait pas de temps de coordination entre les professionnels, manque de valorisation de ce temps-là. Et donc, le forfait de parcours coordonné renforcé, quel qu'il soit, intègre une dimension coordination, qu'elle soit clinique ou administrative, et aussi autour de l'organisation du parcours. Et on est sur un financement et une prise en charge qui est rattaché à un patient. Et donc c'est à l'inclusion d'un patient qu'on déclenche ce forfait. L'idée aussi derrière, et la dernière sur cette place dans l'offre, c'est d'apporter une prise en charge qui est renforcée avec l'intégration d'activités qui n'étaient pas forcément jusqu'à maintenant. On verra particulièrement sur l'obésité avec l'activité physique adaptée, mais on peut avoir des prises en compte aussi d'actions d'aller vers. Et ici, en tout cas pour le PCR obésité, l'accompagnement diététique, psychologue, voire sur d'autres sur le cadre juridique qui a dû être construit
pour apporter ces parcours coordonnés renforcés dans le droit commun. Il y a eu d'abord l'article 46 de la loi de finances pour 2024 qui a amené à un décret en Conseil d'État qui a créé le parcours coordonné renforcé. Et ensuite, on a eu un décret simple qui listait les structures éligibles à porter la coordination du parcours coordonné renforcé. Et donc, dans ces structures éligibles, on retrouve un certain nombre d'acteurs de santé, en particulier les établissements de santé. On retrouve aussi les structures de type CPTS ou DAC, les MSP, les CISA, les équipes de soins spécialisées. J'en oublie, mais en tout cas, on rayonne assez large sur le décret qui permet d'intégrer les différentes structures éligibles. Par contre, une fois qu'on a ce décret simple, il y a, selon les PCR, une sélection des structures qui répondront au parcours coordonné renforcé dans sa spécificité. Ensuite, on a eu l'arrêté chapeau qui a été publié le 4 mars 2026. Cet arrêté chapeau est en deux parties. La première partie est sur l'ensemble des parcours coordonnés renforcés et son annexe, en tout cas celle du 4 mars, reprend le cahier des charges. Le cahier des charges du parcours coordonné renforcé obésité, pardon, et on en a un le 27 avril pour l'enfance protégée. Et au sein de ces arrêtés, on retrouve systématiquement les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique et d'accompagnement, les missions de la structure responsable de la coordination, les différentes séquences qui composent le parcours et la nature des interventions de chaque séquence, les règles de composition et d'organisation professionnelle, les catégories de structures susceptibles d'en assurer la coordination, bien sûr les critères d'éligibilité des personnes qui peuvent être inclus dans le parcours et le montant du forfait et sa répartition entre les différentes séquences. Voilà sur le cadre général des parcours coordonnés renforcés. Avant de rentrer sur la dimension plus obésité, est-ce que vous avez des questions déjà sur le socle commun et sur ce dispositif nouveau qui est le parcours coordonné renforcé? Pas de manifestation de main levée. Donc, je me permets de poursuivre. Pour la partie parcours coordonné renforcé obésité complexe chez l'adulte, on est sur une sortie de PCR issue d'une expérimentation qui a été faite en région, qui a été portée par l'espace médical nutrition obésité de Dijon par le biais du docteur Cyril Gauthier. Et c'est une expérimentation qui a été l'une des premières, puisqu'elle a été la deuxième autorisée au niveau des expérimentations article 51 dès janvier 2019, avec une modification en 2020. Et là, Émilie Guillemin vous apportera quelques éléments sur cette dimension, avec une durée de 5 ans. Donc, elle s'est terminée en 2024 avec la prise en charge des adultes en situation de surpoids ou d'obésité, avec quelques situations d'exclusion et une atteinte des objectifs à près de 90%. Émilie, je te laisse la suite sur les objectifs et puis sur la suite du parcours. Pendant la durée de l'expérimentation, sont aussi arrivés les traitements médicamenteux de l'obésité. Donc, par rapport au cahier des charges initial, un profil supplémentaire a été ajouté dans l'étude pour prendre en charge des patients avec une prescription possible d'un traitement médicamenteux de l'obésité. Et aujourd'hui, on sait que ces traitements s'accompagnent, enfin vous le savez probablement mieux que nous, vous êtes des acteurs de la filière obésité. Ces traitements doivent être accompagnés d'une prise en charge également diététique, psychologique et APA, un peu similaire à un parcours de chirurgie bariatrique. En fin de compte, ce sont les recos HAS. Donc, on a profité du cadre de l'expérimentation EMNO pour tester également sur un échantillon l'accompagnement avec des TMO. Ça, c'était pour l'ajout sur les profils de patients. Dans les objectifs de l'expérimentation, c'était organiser un parcours coordonné de prise en charge de l'obésité avec ou sans chirurgie bariatrique. Il n'était pas question d'opposer la prise en charge médicale et la prise en charge chirurgicale. Garantir l'accès à une équipe pluriprofessionnelle.
proposer un programme médico-éducatif personnalisé, renforcé pour les patients les plus complexes, incluant notamment ceux qui avaient des troubles du comportement alimentaire. C'était un profil dédié, le profil numéro 5. C'est également rendre le patient acteur de son parcours via une plateforme pédagogique numérique qui est désormais la plateforme Nuvie. Ça a été une des briques essentielles dans l'expérimentation, ce programme IETP, et c'est aussi ce qui a finalement été un tremplin pour nous au niveau de l'ARS d'avoir une solution IETP en région. Et puis Cécile l'a déjà évoqué au démarrage de cette réunion, c'était également lever la barrière financière en permettant un accès à des professionnels de ville qui d'habitude ne sont pas remboursés. Il n'y a pas de financement dans le droit commun des consultations diététiques et psychologiques. En fait, vous le voyez, ces objectifs, ils sont quand même très très proches des recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de prise en charge de l'obésité. Et quand on parle de l'équipe pluriprofessionnelle, ça aussi, c'est une reco HAS. Les acteurs mobilisés sont ceux que vous connaissez, le médecin, infirmière de coordination et d'éducation thérapeutique, diététicien et psychologue. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, je ne crois pas, dans l'expérimentation EMNO. En revanche, il n'y avait pas la dimension APA qui, elle, a été intégrée dans le cahier des charges du PCR obésité. Cécile, tu veux peut-être aller sur ce point ou laisser Laetitia si elle est là, je ne sais pas. Sur la partie expérimentale, il y avait eu discussion à l'époque sur l'intégration ou non de l'activité physique adaptée. Quand on a eu ces échanges en 2019 au niveau national, ils nous avaient orienté sur plutôt non, c'est-à-dire de laisser l'activité physique adaptée en dehors. Il y a eu des évolutions au fur et à mesure du temps qui ont amené plutôt à une réintégration dans la partie parcours coordonné renforcé. Je prends la suite. Tu veux que je rajoute un petit mot Sur les profils de patients, alors on était historiquement sur 5 profils, l'obésité peu complexe, l'obésité modérée, l'obésité sévère, parcours chirurgie bariatrique et l'obésité avec troubles du comportement alimentaire. On a dans les résultats d'évaluation, on le voit dans l'encadré juste en dessous, des résultats nets pour les profils 2, 3 et 4, donc obésité modérée et parcours chirurgie bariatrique. Là, en l'occurrence, c'est plutôt ces parcours-là qui ont été retenus avec, vous verrez, une subtilité autour des troubles du comportement alimentaire. Dès la phase expérimentale, et les uns et les autres, vous connaissez la position de l'agence vis-à-vis des outils e-parcours et des outils de e-santé en général. On avait fait reposer l'outil de coordination sur notre plateforme e-parcours régionale ITX. On garde la même voie pour le parcours coordonné renforcé, puis l'ensemble des parcours coordonnés renforcés en région Bourgogne-Franche-Comté seront intégrés à notre plateforme e-parcours. Et dans la voie expérimentale aussi qui est retenue, il y a eu le déploiement de la plateforme pédagogique pour l'IETP Nouvie, donc par le porteur de projet. Et donc, on a en région une licence régionale qui permet à tous les acteurs de pouvoir y accéder à titre gratuit. Et ça, on pourra revenir dessus. Peut-être pour finir sur le point de l'expérimentation, on a bien entendu des résultats favorables en termes d'efficacité. Le rapport d'évaluation qui est consultable dans son intégralité relève une perte de poids de 11 kg en moyenne en 2 ans pour les patients qui ont été inclus. Une amélioration qui a été déclarée par ces patients de la qualité de vie chez 75% d'entre eux, avec dans cette amélioration de la qualité de vie une autonomisation sur les habitudes alimentaires, mais aussi sur les habitudes d'activité physique, voire sportive. Restait un point d'attention qui était le taux d'annulation des consultations qui était élevé, surtout après 4 ans. On était sur une prise en charge de 5 ans qui a été considérée peut-être un peu longue et qui a été réduite dans le cadre du parcours coordonné renforcé. Ayant la chance d'avoir le porteur de projet en région, ce qu'on proposera, en tout cas on verra avec lui, c'est pour ceux qui le souhaiteraient avoir un temps plutôt entre professionnels sur cette expérimentation si vous le souhaitez. On pourra vous proposer ce temps d'échange avec Cyril Gauthier pour les parties de prise en charge entre professionnels et peut-être sur les questions entre pairs. Nous, on n'ira pas au-delà de la dimension institutionnelle de ce qui nous a amené
au parcours coordonné renforcé obésité. Si on va sur ce fameux parcours coordonné obésité que j'appellerais PCR, obésité complexe chez l'adulte, on retrouve la prise en charge qui est globale, graduée et coordonnée de l'obésité chez l'adulte. Et quand on parle d'adulte, on est sur dès l'âge de 16 ans, avec une inscription explicite dans la filière régionale de l'obésité. Pour ceux qui sont dans ce domaine-là, il y a eu la publication et l'annonce de la feuille de route obésité par le ministère en début d'année. Le PCR obésité s'inscrit pleinement dedans et donc, bien entendu, conformément aux recommandations HAS, l'idée de ce parcours coordonné renforcé est de s'inscrire dans le niveau 2, voire le niveau 3 de prise en charge. Le niveau 1 étant plutôt sur le premier recours et le niveau 3 est le recours de spécialité avec les centres spécialisés obésité chez nous de Dijon et de Besançon. On a une approche pluridisciplinaire qui est médicale, nutritionnelle, psychologique et physique. Et comme on vous l'a évoqué, on a la réintégration de l'activité physique adaptée avec une démarche bienveillante et non stigmatisante centrée sur les compétences du patient. Autre dimension qui est intégrée, qui a été évoquée par Émilie, c'est l'éducation thérapeutique systématiquement, qu'elle soit donc avec un programme, on reviendra dessus, et potentiellement, pour ceux qui le souhaitent, l'appui sur l'outil de IETP qui a démontré sa plus-value dans la phase expérimentale. Et enfin, bien entendu, l'attente d'une articulation étroite avec le médecin traitant, mais aussi les CSO et les SMR spécialisés. Et là, on reste dans cette ligne de la gradation des soins et cette articulation avec les différents niveaux de recours. Si on reprend les objectifs, on ne va pas être très, très éloigné des objectifs qu'on a connus dans la phase expérimentale. L'idée est d'améliorer l'évolution de l'obésité et de ses comorbidités, de renforcer durablement les comportements favorables à la santé, de prévenir les ruptures de parcours et l'errance des soins, de favoriser l'autonomie des patients et son insertion sociale, familiale et professionnelle, et de structurer une offre de second recours ambulatoire là où elle est insuffisante. Et c'est un point sur lequel nous sommes insistants, ou en tout cas vigilants en région, c'est de pouvoir répondre à cette dimension de structuration d'offres là où elle est insuffisante. Il faut savoir qu'au niveau national, l'ensemble des PCR, et là particulièrement le PCR obésité, doit permettre à l'échelle nationale, et donc il y a un maillage au niveau national, on n'est pas la seule région concernée, de cette prise en charge ambulatoire coordonnée, forfaitisée et graduée de l'obésité complexe chez l'adulte, qui doit être centrée sur le patient et pleinement intégrée aux filières territoriales. Je crois qu'il y a une question. Aurélien? Ah oui, j'avais juste mis une question courte, c'était par rapport à l'APA. Savoir les gens qui avaient déjà eu bénéficié de l'APA via Sport Santé, s'ils rentrent dans un PCR pour obésité, ils pourront refaire du Sport Santé, enfin l'APA dans le forfait, ça posera pas de Alors, problème. on garde la question juste un peu plus loin. Ok. Laetitia reviendra sur le sujet à part, pas de souci. Sur les structures de coordination, alors systématiquement, il y aura des structures de coordination sur le parcours coordonné renforcé avec une structure qui est celle qui sera sélectionnée dans le cadre d'un appel à candidature. On reviendra dessus. Cette structure de coordination, elle assure plusieurs niveaux de coordination. Le premier, c'est la coordination qui est clinique. Et là, en l'occurrence, qui est rattaché plutôt aux médecins de spécialité, spécialisés à l'obésité, pour assurer qu'il y ait bien les différentes interventions et réévaluer la situation régulièrement. Il y a une dimension de coordination organisationnelle. Il faut s'assurer que les intervenants soient là, que l'équipe socle soit bien structurée et reste en cas de départ ou autre. En tout cas, sur toute la dimension organisationnelle, cette responsabilité relève de la structure de coordination. Et enfin, la structure de coordination en charge la dimension de coordination administrative du parcours, qui va être la planification des rendez-vous, etc., mais aussi parce que dans le cadre du parcours coordonné renforcé, nous ne sommes pas dans le circuit carte vitale. Nous sommes sur une forme un peu entre dérogatoire et non dérogatoire, en tout cas sur un circuit de facturation spécifique de l'assurance maladie
s'il y a des questions, nous avons nos collègues de la direction de coordination de la gestion du risque pour le DCGDR qui sont présents de l'assurance maladie au niveau régional. Donc, je les salue au passage. L'idée, c'est aussi d'assurer la cohérence des interventions et leur traçabilité, d'où l'intérêt de la plateforme e-parcours, puisqu'on souhaite quand même pouvoir trouver cette traçabilité et cette cohérence avec les autres parcours que pourraient avoir les patients et ces interventions parce qu'il y aura ce système de facturation d'intervention au service fait. On reviendra un peu plus loin dessus. Elle assure la relation avec l'ARS et l'assurance maladie. Il y aura du côté ARS deux niveaux, l'ARS du côté siège, plutôt sur le pilotage, mais moins sur le suivi, en tout cas de proximité, sauf du côté d'Émilie, parce qu'elle est référente nutrition. Et du côté assurance maladie, de même, enfin en tout cas sur l'agence, il y a aussi la partie DT. Et du côté assurance maladie, vous allez avoir presque le même système avec la DCGDR en deuxième ligne et les CEPAM qui assureront la facturation. La rémunération des intervenants lorsque le forfait est intégré, il y a deux modèles dans les parcours coordonnés renforcés. Il peut y avoir un système de PCR où les professionnels sont payés directement par la plateforme et donc par l'assurance maladie. Sur le modèle du parcours coordonné renforcé obésité, on est plutôt sur un système intégré, c'est-à-dire que c'est la structure de coordination qui reçoit les financements et qui reventile aux intervenants. Sur cette dimension et du coup, qui peut être autorisé à porter un PCR obésité, nous avons les maisons de santé pluriprofessionnelles et CISA, les centres de santé et les établissements de santé. Potentiellement, il y a peut-être une voie d'évolution à venir. Pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. En tout cas, sur les structures, on restera sur les MSP, CISA, centres de santé et établissements de santé qui peuvent candidater à l'appel à candidature. Ils peuvent porter un parcours coordonné renforcé. La condition qui est mise, quel que soit le statut de la structure de coordination, c'est que le médecin spécialiste en obésité en charge de la coordination du parcours, il soit membre ou y exerce. Et l'idée, c'est de dire qu'on est quand même sur ces structures-là. Oui, Aurélien. C'est toujours compliqué dans les CISA quand on rajoute un membre, parce qu'il y a des frais avocats assez compliqués. Enfin, ça rajoute un coût et des complications administratives. Mais est-ce qu'on peut des fois adhérer au projet de santé d'une CISA? Est-ce que ça, c'est faisable ou c'est forcément être membre de la CISA associé, quoi? Pour l'instant, on est plutôt sur les termes de membres. Ouais. Après, sur la question adhésion au projet, on peut poser la question Parce que de voir sur... tout bêtement, si une maison de santé dans la Nièvre, par exemple, veut conventionner avec un médecin spécialisé obésité qui sera un peu loin, qui ne sera pas forcément à proximité du territoire, donc il sera peut-être hospitalier, par exemple, on va dire. Là, lui, il est salarié, ce médecin. Donc adhérer à une CISA en tant que salarié, ça, c'est pas possible. Donc ça peut poser problème, voilà, niveau. Donc, Oui, mais du coup, du coup, il n'est pas membre, mais il y exerce. S'il est salarié, il y exerce. Après, il peut faire des téléconsuls, il peut venir ponctuellement, mais voilà, ouais, ça peut être délicat comme statut, quoi. Mais bon. Ouais. À voir. En tout cas, nous, on a encore, enfin, et on verra comment on se laissera un peu de temps. S'il y a des questions qui sont soulevées, on pourra prendre si on n'a pas la réponse. Bien entendu, on verra avec le ministère et avec la CNAM. Sur le sujet du médecin en charge, peut-il être embauché à 0,5 dans la structure? A priori, oui. Je n'y vois pas d'inconvénient. En tout cas, avoir en tête ces éléments. Par contre, il peut y avoir une voie de passage. Si c'est trop compliqué, c'est que l'arrêté nous propose que deux structures peuvent être conjointement habilitées. Et là, du coup, si le médecin n'est pas membre de la CISA, mais que la CISA veut porter, et il peut y avoir un coportage, on va l'appeler comme ça, entre deux structures qui permettent en fait de répartir que ce soit le médecin spécialiste en obésité et les professionnels, entre guillemets, paramédicaux de l'équipe. Donc, on a quand même quelques voies qu'on pourra investiguer et voir ensemble. Sur la prise en charge pour les bénéficiaires,
Je sais pas, Émilie, est-ce que tu veux aller plutôt sur ce pan-là où tu expliqueras nettement mieux que moi les questions de phénotypage, d'IMC, etc. que moi? Oui, si tu veux. Alors, le PCR, il y a un certain nombre de critères pour pouvoir intégrer les patients qui pourront en bénéficier. Donc, c'est notamment un IMC supérieur à 35 avec retentissement médical, fonctionnel ou psychologique significatif, ou bien un IMC supérieur à 50, ou une obésité avec trouble du comportement alimentaire, ou obésité avec limitation majeure à l'activité physique. On parle du phénotypage de la Haute Autorité de Santé, donc la majorité d'entre vous le savent, mais on profite de ce webinaire pour le rappeler. Aujourd'hui, on n'évalue plus la complexité de l'obésité sur la seule base de l'IMC. L'IMC, c'est un des 7 critères du phénotypage. D'autres critères sont pris en compte, hein, notamment les complications, le retentissement psychosocial ou encore l'évolution du poids. Et ça, c'est bien intégré dans la Haute Autorité de Santé, par la Haute Autorité de Santé, et on le retrouve dans le PCR. On en profite pour dire que ce phénotypage, il n'est pas si simple quand on n'est pas familier de la prise en charge de l'obésité. Donc, on voulait également vous parler de l'outil de phénotypage qui a été créé en Bourgogne-Franche-Comté, qui est accessible gratuitement via la plateforme Nuvi, mais qui est une aide considérable pour phénotyper les patients et avec des petits bonus également pour guider un peu sur la prise en charge. Mais surtout, voilà, c'est plus facile et plus rapide de phénotyper le patient. Et il y a un deuxième intérêt pour nous, ça nous permet d'avoir des données sur l'obésité. Vous le savez certainement, on est très pauvre en données épidémiaux sur l'obésité, que ce soit la prévalence de l'obésité ou ses niveaux de complexité. On en a pour l'obésité pédiatrique grâce au formidable travail que fait le REPOP, mais côté adulte, on est un petit peu en difficulté. Donc, plus cet outil de phénotypage est utilisé en région Bourgogne-Franche-Comté, plus ça nous permet d'affiner nos données épidémiaux et voilà, de mieux savoir et de s'adapter, notamment dans nos actions de prévention sur le terrain. Donc, je profitais un petit peu aussi de la fenêtre pour parler de l'outil de phénotypage. Donc, c'est la clé d'entrée pour les patients PCR, ce phénotypage. Les 4 profils sont indiqués dans le cahier des charges du PCR obésité. Le profil A, une obésité complexe. Le profil B, obésité complexe plus limitation APA. Donc, ces profils-là auront le renfort APA. Les obésités complexes avec troubles du comportement alimentaire. Et le profil D, c'est le cumul des troubles du comportement alimentaire plus limitation APA. La composition de Merci. l'équipe, on l'a… pardon, vas-y, enchaîne. Non, puis on y reviendra. On vous l'a On mis l'a là, déjà donné en mais plus. on va Ouais. redécliner de toute façon sur la composition de l'équipe. L'équipe socle, c'est l'important de dire, même si on ne rentre pas dans le détail, c'est que l'équipe socle, c'est l'équipe socle minimale obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de PCR si on n'a pas ces différents professionnels, à savoir le médecin spécialiste de l'obésité, qui est le coordonnateur de parcours, l'infirmier diplômé d'État, le diététicien, le psychologue clinicien et le professionnel de l'activité physique adaptée, et on redéclinera un peu plus long. Il faut savoir que les professionnels complémentaires peuvent être mobilisés si nécessaire, à savoir les dimensions, que ce soit psychiatre au niveau du centre spécialisé obésité ou des soins médicaux et réadaptation ou autres, à savoir que ce n'est pas forcément intégré dans le forfait. Après, c'est de l'orientation vers des dimensions de spécialistes. Si on rentre un peu plus dans comment est organisé ce parcours coordonné renforcé, il est organisé en plusieurs séquences. Il y a déjà la séquence d'évaluation multidimensionnelle initiale avec les différents bilans, qui soient cliniques, nutritionnels, psychologiques, fonctionnels et éducatifs. Le phénotypage de la sévérité de l'obésité dont vous a parlé Émilie, et l'élaboration du programme personnalisé de soins et d'éducation thérapeutique partagé avec le patient. Une fois que ce bilan initial est fait, que l'évaluation multidimensionnelle est faite, on peut rentrer dans l'inclusion du patient dans le parcours. Et donc, il y a, vous le verrez un peu plus loin, dans le modèle économique, un forfait spécifique pour l'évaluation multidimensionnelle. Une fois que tout le monde est OK sur l'orientation et la prescription du PCR, on rentre dans la phase de la séquence de prise en charge initiale intensive qui peut durer de 12 à 18 mois, où on va retrouver un certain nombre d'interventions individuelles pluridisciplinaires avec le psychologue, le diététicien, l'activité physique adaptée
et bien entendu toute la dimension d'éducation thérapeutique et les consultations. Et enfin, vous avez la séquence de suivi renforcée qui est de 12 mois, avec plutôt là une phase de consolidation des acquis, la prévention des rechutes et l'anticipation et l'organisation de la sortie du parcours. Tout au long de ce parcours, vous avez des bilans qui sont réalisés à 6, 12 et 24 mois et où le médecin peut réinterroger sur la prise en charge et les besoins du patient. Si on revient sur l'équipe socle et sa composition, le premier prérequis, c'est que tous les professionnels qui interviennent dans le parcours coordonné renforcé obésité doivent être formés à l'éducation thérapeutique. Je crois que Laurent nous a rejoint. On reviendra sur l'éducation thérapeutique et les différents éléments sur cette dimension-là. Ensuite, on retrouve les professionnels que l'on vous a émis et les membres complémentaires facultatifs en fonction des besoins des équipes et des personnes présentes. Si on rentre un peu plus dans les missions de chacun des professionnels, sans forcément rentrer dans le détail parce que vous savez lire, les missions du médecin spécialiste de l'obésité du deuxième niveau a un rôle à jouer dès l'évaluation initiale, bien entendu, avec l'examen clinique, avec le phénotypage, et de pouvoir initier et superviser le plan personnalisé de soins et le programme d'éducation thérapeutique. Il est prescripteur, c'est lui qui prescrit les différentes interventions des professionnels de santé de l'équipe socle à l'issue de l'évaluation initiale multidimensionnelle pour que le parcours coordonné renforcé puisse débuter. Ensuite, il assure la coordination pluridisciplinaire, il anime les réunions de synthèse pluripro pour les cas les plus complexes. Il pilote le parcours, il ajuste le PPS et le programme d'éducation thérapeutique pour les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire et de limitation à la pratique d'activité physique. Il assure le suivi thérapeutique, il fait le lien avec le niveau 1 et le niveau 3, donc il assure le lien avec le médecin traitant du patient et aussi l'articulation avec la filière obésité en cas de besoin d'adresser au niveau 3 les patients en situation très complexe. Et puis, il assure le suivi et l'évaluation, donc les phases des différentes évaluations dans le parcours pour assurer un suivi longitudinal du patient qui permettent de favoriser la qualité du parcours. Ça, c'était le médecin spécialiste de l'obésité. N'hésitez pas toujours si vous avez des questions, puisque je pense qu'il y a des médecins qui sont présents. Si on va sur le rôle de l'infirmier, il y a un rôle aussi de coordination du parcours parce qu'il va assurer une relation de binôme avec le médecin, une coordination opérationnelle du parcours. Il est l'interlocuteur privilégié des patients et des autres professionnels du parcours et assure la traçabilité et il est le garant du dossier patient ITIX. Donc là, on est plutôt sur le rôle de l'infirmier sur cette dimension, avec bien entendu un rôle à jouer sur l'éducation thérapeutique du patient, tant dans la conception du programme de TP que la supervision de la réalisation et le développement de l'autonomie du patient. L'infirmier participe au suivi clinique par délégation médicale. Il y a un protocole de coopération qui existe, qui avait été utilisé dans la phase expérimentale et qui est tout à fait mobilisable dans le cadre du parcours coordonné renforcé et peut ainsi rentrer dans la phase de repérage ou en tout cas dans ce suivi, de repérer les situations à risque de complications, de comorbidité et autour de la qualité de vie. Il participe à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, la réévaluation du PPS et il repère les fragilités, il soutient le patient dans son adhésion. Je finis juste la slide d'Aurélien et je te laisse la parole. Et enfin, le lien avec les autres professionnels, assurer le lien avec les professionnels libéraux du cercle de soins tout au long du parcours, quel qu'il soit, parce que le patient pris en charge dans le cadre du parcours coordonné renforcé peut avoir d'autres prises en charge et donc peut nécessiter des interactions entre le parcours coordonné renforcé par le biais de l'idée ou du médecin avec d'autres professionnels, voire le dispositif d'appui à la coordination pour les situations très complexes.
et assurer le relais auprès des professionnels lors de la sortie du parcours coordonné renforcé. On est sur une prise en charge de 2 ans et demi, et il faut avoir en tête tout au long du parcours le moment où il y aura cette sortie. Oui, Aurélien. On voit bien que le parcours renforcé ne sera pas facile à mettre en place en libéral, en 100% libéral, je veux dire. Peut-être qu'il y aura du mixte libéral-hôpital, effectivement. Enfin, tout va se créer au fur et à mesure. Là, typiquement, le rôle de l'infirmière, bon, s'il est mes salarié de l'hôpital, bon, bah, c'est pas de souci. Si c'est un infirmier libéral, ça va être un peu plus long, parce que du coup, on va sortir de ses cotations habituelles. Il y aura un forfait pour lui, du coup, de ce que j'ai compris. On est d'accord? Pour l'infirmier Oui, libéral, OK. oui. Et si c'est une infirmière azalée, qui du coup a un autre financement, du coup, ça ne va pas rentrer dans le forfait, on est d'accord. Bah, si c'est une infirmière azalée, elle découpe son temps. C'est-à-dire qu'elle a une partie azalée, une partie PCA. Après, sur la partie PCA, sur la prise en charge, si je me trompe pas, on était à minima sur un 0,5. Sur une Mhm. file active, je pense que sur une grosse file active, tu peux vite monter à l'ETP complet, quoi. OK, mais pour que la CISA la rémunère, il faut qu'elle ait une partie en libéral, c'est ça. Pourquoi? Bah, là, on va la rémunérer au forfait, bah, elle va toucher des honoraires, du coup. On Oui, va la mais salarier. le forfait, il est par séquence, donc tu vas avoir du financement à la séquence au mois, en Donc, fait, il faudrait qu'on salarie l'infirmière au niveau de la CISA, en fait. Ouais, d'accord. par exemple. OK, d'accord. Non, mais c'est juste pour bien comprendre pour libéral, si Ouais. mes collègues veulent se lancer. OK. J'ai vu qu'il y avait Romain qui était présent. Romain, je ne sais pas si Romain, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Si on est sur le sujet infirmier. Je découvre le sujet des PCR. Alors effectivement, ce rôle d'IDE coordinateur de l'équipe socle, ça me paraît compliqué en tant qu'infirmière libérale, Mm. surtout si on parle d'un 0,5 équivalent temps À plein, minima, je pense. à minima, donc c'est compliqué de cumuler Ouais. avec une patientèle. Par contre, je vois bien effectivement que l'IDE coordinateur, donc effectivement un profil plutôt salarié, a le rôle d'assurer le lien avec les autres libéraux du cercle de soins. Là, effectivement, on est plus dans l'intervention. Ouais. Et du coup, ça me permet d'avoir une question sur. Tout à l'heure, vous parliez effectivement d'une nomination entre guillemets de l'équipe par arrêté. Si j'ai bien entendu, on parle que de l'équipe socle qui est nommée par arrêté, ou on parle aussi de tous ceux qui interviennent plus ponctuellement comme des libéraux du cercle de soins dans Non, c'est l'équipe socle. l'équipe C'est socle, hein, l'équipe voilà. socle, en fait. Dans le dossier de candidature, on reviendra sur la partie appel à candidature, mais effectivement, Donc je effectivement, là, pour une infirmière libérale, on n'est pas vraiment effectivement dans ce qu'elle peut faire aujourd'hui par la nomenclature. Alors plus tard, il y aura, les consultations infirmières s'ouvrent, donc il y aura peut-être plus tard une thématique sur l'obésité, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, effectivement, ce rôle présenté de mission d'infirmier, de l'équipe socle, pardon, ça me permet effectivement d'être plus un rôle et nécessité à un temps de travail Mm. en présentiel Oui, quasi à temps plein, quoi. Donc c'est compliqué avec une patientèle, quoi. Voilà. exactement. On est effectivement sur l'IDE par sécurité. Je pense qu'on est davantage sur un profil salarié que sur un profil autre. Mm. D'où l'intérêt de la SIDA sur le salariat, en tout cas pour la partie en ville. Si on prend le diététicien, il va faire la prise en charge diététique sans surprise, travailler sur les signaux du comportement alimentaire avec le respect de la faim, du rassasiement selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, réduire et stabiliser les apports énergétiques et renforcer les habitudes alimentaires favorables à la santé. Participe bien entendu à toute la dimension d'éducation thérapeutique du patient. Il participe à l'élaboration du programme s'il ne l'aide pas déjà et il soutient la motivation du patient durant la durée du parcours. Il élabore la prise en charge diététique au sein du plan personnalisé de santé avec l'organisation de la coordination avec les autres professionnels impliqués et ajuste le programme au fur et à mesure de la prise en charge. Et bien entendu, il est en lien avec les interventions d'autres professionnels de l'équipe SOC et voir le relais une fois qu'ils seront dans la démarche de préparer la sortie du patient et son autonomisation.
Pour le psychologue, on va retrouver la même philosophie que les autres professionnels. Il y a peut-être une subtilité, c'est en cas de trouble du comportement alimentaire, la prise en charge spécifique sur prescription du médecin lors de l'évaluation initiale. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette évaluation initiale et de la prescription, c'est que c'est à cette évaluation multidimensionnelle initiale que vont être déterminés les différents profils qui ont été évoqués au début et qu'on reprendra. Et donc, s'il y a ce trouble du comportement alimentaire, il y a une prise en charge de psychologue plus importante. Pardon. Et l'enseignant APA, on retrouve toutes les dimensions, hein, je ne vais pas tout vous lire. La prise en charge, bien entendu, de l'activité physique adaptée, le programme d'activité physique adaptée en fonction du résultat de l'évaluation et donc avec dans ce programme des séances d'endurance aérobie, du renforcement musculaire. Et l'idée, c'est d'accompagner la perte de poids et d'améliorer la condition physique, mais aussi l'autonomie, c'est ce qu'on a vu dans la phase expérimentale, l'autonomie des patients au quotidien. La participation à l'éducation thérapeutique du patient, la participation au niveau du plan personnalisé de santé. Il peut y avoir un programme spécifique qui est élaboré sur prescription médicale lorsque le patient présente des limitations fonctionnelles. Et donc là, il peut y avoir l'organisation de séances de groupe sur une durée maximale de 3 mois. On reviendra un peu plus loin dessus. Et donc, on retrouve pour le psychologue et pour l'enseignant APA, c'est les deux dimensions un peu spécifiques des profils patients, que ce soit le trouble du comportement alimentaire ou les limitations fonctionnelles. Et bien sûr, à la fin de programme, l'idée de travailler, d'organiser la sortie du programme d'APA, de conseiller et d'orienter vers des dispositifs adaptés. Et donc, Laetitia reviendra sûrement dessus quand on reviendra sur l'APA avec des dispositifs adaptés de type réseau sport santé et la rédaction d'un bilan qui est transmis à la structure responsable de la coordination. On y est. Je ne sais pas, Laetitia, est-ce que tu veux dire un mot sur la dimension activité physique adaptée? Et puis, il y avait la question d'Aurélien sur réseau sport santé. Oui, pas de souci. Merci, Cécile. Du coup, par rapport à l'activité physique adaptée, Alors, moi, donc on j'entends a... pas ce que tu dis, Laetitia. Je ne sais pas si je suis la Ah, seule. Moi, je l'entendais. Oui, moi aussi. Ah bah pardon, c'est On moi n'entend alors. pas bon. bien. Vas-y, je t'en prie, pardon. Bon, bah, pas de souci. Du coup, il y a plusieurs situations, donc, comme disait Cécile, donc on peut retrouver, selon les profils qu'a présenté tout à l'heure Cécile, bah, soit de l'APA, donc via un programme individuel. Donc ça, le patient va réaliser en fait en autonomie à domicile ce programme-là. Donc là, le professionnel, il sera là pour vraiment planifier finalement ce programme d'activité physique à réaliser en autonomie, qu'il soit personnalisé au profit du patient selon ses capacités, selon les capacités fonctionnelles du patient. Donc ça, il y aura des exercices d'endurance aérobie, du renforcement musculaire. Donc ça, c'est la première situation. Et il y a vraiment les autres profils, alors obésité avec, complexe avec limitation fonctionnelle, et puis l'autre TCL, limitation fonctionnelle, où là, on a un programme spécifique en groupe. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où les personnes ont des limitations qui ne peuvent pas faire de l'activité physique en autonomie. Donc sur prescription médicale à l'issue de l'évaluation multidimensionnelle qui est prévue dans le cadre du PCR. Et donc là, ce sera 24 séances d'activité physique adaptée intensive sur 3 mois qui seront proposées, donc en début de parcours ou 2 fois 12 séances d'APA en groupe. Et puis, nous, ce qu'on encourage, c'est vraiment de pouvoir justement poursuivre l'activité physique adaptée en autonomie par la suite. Donc ça pourra passer avec le réseau sport santé. Donc, je ne sais pas si tu voulais, Cécile, alors est-ce qu'on m'entend? Parce que je vois dans la conversation quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend pas. Oui, bah oui, moi je Oui, vous oui, entends en continu. Vous avez bien entendu? Ok, merci. Bon, du coup, Il y a une n'hésitez sélection, pas. il y a une section du son en fait. J'entends pas non plus quand j'entends Aurélien, j'entends Émilie. Donc je te laisse continuer. Tu me fais un signe quand c'est bon. J'entends pas du tout ce que tu D'accord. dis, mais c'est pas grave. Vas-y, tant que les gens entendent, c'est parfait.
Alors, ce qu'on a prévu également en région, donc ça, c'est aussi pour répondre à Aurélien. Donc oui, pour les patients en fait qui ont pu bénéficier du dispositif PASS, hein, de parcours d'accompagnement sportif pour la santé, qui est le dispositif de sport sur ordonnance, ils pourront bien sûr, s'ils ils correspondent, hein, aux critères d'éligibilité du PCR, ils pourront être inclus et bénéficier de séances d'APA. Dans le cadre de ce PCR en région, nous avons demandé au réseau Sport Santé d'être disponible et de pouvoir aider, répondre à certaines questions si besoin, de par leur expertise. Ils pourront notamment aider sur l'appui à la constitution de groupes, hein, de participants aux séances d'APA, orienter également, si besoin, vers des créneaux d'activité physique adaptés qui existent, notamment en post-programme. Donc ça, vous pouvez voir également la plateforme Espace où il y a vraiment un recensement de l'offre sport santé en région. Donc, ça permettra également de voir un petit peu ce qui se fait en APA en région et puis d'orienter si besoin, notamment après les séances d'activité physique, celles prévues pendant 3 mois, d'orienter parce que l'objectif, c'est également de pérenniser, hein, de continuer l'activité physique chez ces patients-là. Également en dehors de ces 24 séances intensives. Voilà, alors je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à l'APA et après je laisserai la parole du coup à Laurent plutôt sur le côté ETP. Merci Laetitia. Alors, je ne peux pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, mais je vais laisser, je vais laisser la parole à Madame Pignol qui a levé la main. Bonjour, oui, merci beaucoup. Moi, je me posais la question, Laetitia, de comment est-ce que c'est prévu les activités de groupe, concrètement, ou comment en termes de lieu, est-ce qu'il y a, parce que ça va nécessiter un petit peu comme nous pour les passeports, il y a besoin de toute une logistique, une infrastructure. Voilà, je me posais la question de ce qui était prévu. Ça va être vraiment, je pense, alors je me permets de répondre, puis je laisserai peut-être Émilie Cécile répondre. Ça va dépendre de la structure porteuse, en fait, et de l'organisation. Enfin, voilà, selon les structures, les MSP, les structures porteuses. Voilà, ça s'organisera comme ça, selon les possibilités. Et c'est pour ça que je disais, Élise, que le réseau pourra peut-être aider pour justement trouver également, enfin déjà pour constituer les groupes, et si besoin, peut-être pour orienter vers des associations qui ont des salles à disposition. Donc ça, ce sera aussi à travailler, hein. Oui, d'accord. A priori, ça part du principe que chaque centre qui va se référencer fait appel à ses ressources internes, en fait, et puis après, éventuellement, envisager des liens de partenariat, mais il y a rien de… ça. Ok, ça marche. Enfin, Émilie, Alors, je n'ai pas tout entendu la réponse de Laetitia, mais le cahier des charges de l'arrêté est assez large, et, en tout cas évasif et pas prescriptif sur ces points. Donc, c'est plutôt de l'organisation territoire par territoire qui vont se mettre en place au fur et à mesure. D'accord. Et j'en profite juste pour revenir, alors c'est plus du tout pour la question de l'APA, mais c'est quand, Émilie, hein, quand tu parlais des patients qui pouvaient être inclus. On n'a pas tout entendu, la Élise. possibilité d'inclure des patients à partir… Ah, mince. Est-ce que c'est bon? C'est l'âge, c'est les 16 ans, je pense. C'est Oui, c'est ça. À mon avis, c'est sur l'âge. Tu as posé la question dans le chat, Élise, ouais, sur les 16-18 ans, effectivement. Oui, le cahier des charges prévoit des 16-18 ans, effectivement. Avant de… Laurent, si tu souhaites pareil sur l'éducation, juste pour information, sur l'éducation thérapeutique, c'est intégré dans le parcours et c'est obligatoire. Pour autant, c'est pas intégré dans le forfait. Peut-être que ça évoluera dans le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas intégré dans le forfait. Et donc, le programme d'éducation thérapeutique prend le chemin habituel, c'est-à-dire d'une déclaration auprès de nos collègues, d'où la présence de Laurent avec qui je vais laisser la parole, sur le programme d'ETP et donc avec ce financement par ailleurs. Merci Cécile. Donc, bonjour à toutes et tous. Effectivement, en région, plus d'une vingtaine de programmes sont dédiés, programmes d'éducation thérapeutique sont dédiés à l'obésité. Adultes et enfants, donc enfants à partir de 16 ans, ados, dans tous les départements. Donc l'idée est soit que le futur porteur
du PCR disposent soit déjà d'un programme adapté au domaine à investir, sachant qu'il est bien évidemment possible de déposer, comme l'a évoqué Cécile Lumière, un programme auprès de l'agence, sachant que l'instruction se fait en lien avec le parcours en en intra-RS. Vous n'êtes pas sans savoir que la région dispose d'une plateforme d'éducation thérapeutique de IETP qui est Neuvie avec une licence régionale, donc gratuite à la fois pour les patients et l'ensemble des professionnels, et qu'il est possible, là aussi, hein, soit d'utiliser la plateforme en complément des programmes en présentiel, parce que c'est vraiment à voir comme cela, en appui des professionnels ou en appui de la prise en charge des patients. Et puis, en tant que de besoin, bien évidemment, pratiquer l'ETP en distanciel, sachant qu'au niveau du ministère, il y aura dans un second temps un partage de bonnes pratiques et un référentiel autour de ce sujet. Merci Laurent. Il y avait une main levée de Madame Pario. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, Oui. très bien. Oui, voilà. C'était juste pour rebondir en fait sur, mais vous venez de répondre en partie, c'était sur la poursuite de l'activité physique justement à domicile. C'est si c'était par une plateforme justement digitale et si oui, quelle était-elle? Donc j'ai cru comprendre que c'était Nuit, c'est ça. En fait, sur Nuvi, mais après je laisserai docteur Lecy répondre et compléter ma réponse, hein. Nuvi, alors, n'hésitez pas, mais peut-être que vous la connaissez, une plateforme de serious game, donc Oui. voilà, on peut le résumer comme ça, qui propose des parcours de prise en charge. Donc ils vont pas jusque, bien évidemment, l'activité physique est proposée, mais il n'y a pas de séance en visio, par exemple, ou en distanciel d'activité physique adaptée. D'accord. Bah écoutez, merci. Merci pour cette réponse. Laetitia, est-ce que tu veux compléter avant que j'enchaîne ou pas? Non, Laurent, il a bien dit, en fait, il n'y a pas de plateforme par rapport à ça, hein. Dans le PCR, voilà, il n'y a pas de présentation non plus de plateforme pour le domicile. Après, voilà, il y a enfin, vous pouvez trouver des outils, notamment sur la plateforme Espace, hein, il y a quand même des outils d'activité physique. Il y a également l'ONAP, c'est le pôle national de ressources de l'activité physique, qui peuvent être aidants. Je vois également Élise qui, du coup, lève la main. Oui, merci. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. C'était donc par rapport à la formation ETP, on est d'accord que tous les membres de l'équipe socle doivent bénéficier d'une formation et cette formation, à minima, c'est les 42 heures ETP du coup? Oui, c'est vraiment ça. D'accord, ça marche. Merci. En fait, tous les professionnels qui sont amenés à délivrer et à œuvrer dans le champ de l'éducation thérapeutique, comme tout programme, effectivement, on est sur les 40 heures. 42 heures. J'apporte juste une précision d'une question dans le chat, parce qu'on a une configuration différente en Bourgogne-Franche-Comté, vu qu'historiquement, ça a été fait chez nous. L'agence finance une licence régionale sur la plateforme d'IETP, et donc l'accès à la plateforme n'est pas payant pour les professionnels de la région. Donc, on ne peut pas ébruiter le sujet en dehors des frontières régionales, parce que pour vos collègues des autres régions, ce sera payant, mais pas en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, Madame Pariante. Oui, merci de cette information. Mais l'accès à la plateforme, il est validant? C'est-à-dire? C'est un programme d'IETP. Pardon, alors excusez-moi, elle sert à quoi en fait cette plateforme? Laurent, je te laisse répondre. En fait, la plateforme, et on l'a expérimenté sur un autre sujet, par exemple sur le diabète, la plateforme est un appui, c'est-à-dire elle peut être utilisée par les programmes existants, les programmes déclarés à l'ARS, en appui, en complément
pour permettre aux patients l'acquisition de connaissances sur le domaine, en l'occurrence l'obésité. Elle permet également en mode asynchrone de permettre au patient de chez lui de continuer à acquérir un certain nombre de connaissances pour ensuite retourner vers le programme en présentiel pour pouvoir échanger avec les professionnels. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est le crantage euh, d'un programme existant avec Nuvi. Bon, après, il y a les autres briques. Si vous connaissez Nuvi, ça va vous parler, la brique prévention, et puis la brique aussi sensibilisation, formation des professionnels de santé sur les sujets, par exemple, ce qu'a évoqué Émilie Guillemin sur le phénotype. Peut-être juste en précision avant de vous laisser la parole, Dr Bouchard, c'est que autant l'éducation thérapeutique, le programme d'éducation thérapeutique est obligatoire, autant la dimension dématérialisée IETP, on a vu dans la phase expérimentale que ça favorisait la qualité de la prise en charge, que les équipes s'appuyaient sur cette plateforme et ça contribuait à la prise en charge du patient. Pour autant, dans le cadre du parcours coordonné renforcé, il n'y a pas de caractère obligatoire de la dimension dématérialisée. C'est bien le programme d'éducation thérapeutique en tant que tel qui, lui, est obligatoire. Dr Buchholz? Oui, alors justement, c'est important cet aspect-là d'IETP et d'ETP. Alors, si j'ai bien compris, reprenez-moi si j'ai mal compris, donc il y a deux niveaux dans le programme IETP. Là. D'abord, vous nous dites que tous les professionnels engagés là, dans ces parcours disposent d'une possibilité d'accéder aux données gratuites pour eux-mêmes, hein, on est bien d'accord, grâce à une licence qui est régionale. Pour l'accès à Nuvi, oui. Oui, pour les professionnels, hein, on est d'accord. Oui, voilà. Et pour les patients. Alors, pour les professionnels, je l'entends, et pour les patients aussi, même Oui. donc les structures qui disposent d'un programme ETP sur le sujet donc, sont rémunérées en fonction de la déclinaison de ces parcours pour chacun des patients qu'ils font rentrer dans leur propre parcours. Mais ce que vous nous dites, si j'ai bien compris, c'est que ces patients qui profitent de nos parcours ETP présentiels vont pouvoir avoir un accès dans cet outil en complément sans que ça impacte financièrement les équipes qui déclinent le parcours présentiel. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Et si vous considérez qu'il est intéressant de permettre l'accès à vos professionnels parce que vous connaissez sans doute l'outil. Si effectivement le porteur de programme considère que l'accès à Nuvi peut être un plus, à la fois pour les professionnels et les patients. Mais ça n'obère pas, et merci de la question, le montant du forfait versé aux structures porteuses. Et juste un point, et il est aussi possible éventuellement qu'un porteur qui ne dispose pas de programme et qui ne souhaite pas le développer puisse conventionner avec un autre porteur en proximité, bien sûr, hein, de programme dans le cadre de ce PCR. Ça aussi, c'est une possibilité. Techniquement, est-ce que, alors c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais il faut qu'on se rapproche des équipes de Cyril Gauthier ou pour l'adhésion des professionnels et à cet aspect-là, ou on passe par vous pour bénéficier de votre licence et de la gratuité d'accès? Le plus simple est effectivement de prendre attache auprès des équipes du docteur Gauthier. Très bien. Merci. Et pour la déclaration du programme de TP, c'est bien Dr Marier. Ouais. Et puis pour nous, et puis n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur l'ETP, je vous mets l'adresse dans le chat avec le téléphone et puis vous m'appelez, hein, aucun problème. Je vous mets ça. Je vous propose qu'on continue. De toute façon, on vous présente aujourd'hui, bien entendu, il y aura
on vous accompagnera sur les différentes dimensions du mieux qu'on peut. Peut-être sur un point sur les outils numériques, donc je ne reviendrai pas sur la dimension Novi. On a un caractère plus incitatif sur l'utilisation d'ITX pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça reste un outil de coordination métier où le parcours, en tout cas le PCR, sera intégré tel qu'il est défini dans l'arrêté et permettra aussi les interactions sur les différentes dimensions qui sont en dehors du PCR. Il permet le partage du suivi par tous les acteurs de la prise en charge et il est accessible par tous les acteurs de la prise en charge du patient. Alors, bien entendu, en respectant les différents niveaux d'habilitation, mais le fait d'intégrer le parcours coordonné renforcé dans la plateforme e-parcours permet d'avoir aussi les abords de ce parcours et de pouvoir orienter si la situation, par exemple, se complexifie auprès du DAC du territoire, mais aussi d'avoir les éléments des comptes rendus d'hospitalisation, etc. L'autre outil mobilisable, c'est le globule qui permet la communication instantanée entre les professionnels. Et puis enfin, alors ça, on est plutôt sur la dimension ARS et outils métiers. L'autre volet, c'est le téléservice ProSanté Connect, qui est l'outil de gestion des facturations. Et là, je ne vais pas m'avancer trop parce que je sais que les collègues de la DCGDR sont présents et je vais leur laisser le droit de parole sur ce point. Est-ce qu'il y a Marion, Olivier Par rapport ou au niveau des Karine? services, hein, Cécile, c'est ça que tu veux dire hein, sur Oui, par rapport sur le téléservice, si vous voulez apporter des éléments là où on en est aujourd'hui. Oui, alors là concrètement, en fait, bon, je pense qu'après ça ira dans la suite aussi de la présentation, mais une fois que une structure est autorisée par l'ARS, je pense que le sujet sera évoqué après, donc à mettre en place un PCR, effectivement, il y aura un contact qui sera pris par la CEPAM du lieu de rattachement de cette structure de coordination, avec notamment la mise à disposition de certains guides, outils, donc il y aura vraiment des tutoriels qui expliqueront comment accéder à ce nouveau téléservice de l'assurance maladie qui s'appelle Mes parcours patients, qui sera disponible du coup pour la facturation de toutes les séquences et qui permettra justement le versement des rémunérations forfaitaires, en l'occurrence pour le PCR obésité à la structure de coordination. Donc en fait, toutes les informations que chaque structure déclarera au niveau de son appel à candidature, quand elle candidatera pour le PCR, seront transmis à la caisse d'assurance maladie qui saisira ces données dans le téléservice. Et une fois que tout sera rentré dans ce téléservice-là, donc comme je vous le disais, la caisse primaire d'assurance maladie prendra contact avec la structure, lui donnera des habilitations pour accéder directement au téléservice et tout partira de là, c'est-à-dire que la structure pourra donc se connecter, déclarer toutes les séquences qui auront été réalisées par les différents intervenants. Et tous les mois, il y aura un requêtage fait par les équipes de l'assurance maladie au niveau de ce téléservice pour le versement des forfaits dès lors que les séquences seront réalisées et finalisées. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la demande, mais voilà, en tout cas, les caisses primaires d'assurance maladie prendront contact avec les structures dès lors qu'elles seront autorisées à mettre en place le PCR. Et tout est détaillé. Il y a des tutoriels qui expliquent justement comment valider les séquences, comment enregistrer des choses. Donc voilà, toutes les informations vous seront données ultérieurement. Sujet sur lequel on apprend à marcher au fur et à mesure, puisque c'est la mise en place et effectivement, c'est des sujets sur lesquels on reviendra dans le temps avec les structures de coordination qui seront retenues. Un point aussi à avoir en tête avant d'avoir la question, c'est que à date, le téléservice et ITX, en tout cas les plateformes e-parcours ne sont pas interopérables. C'est un travail et des échanges qui sont en cours au niveau national avec nos référents e-santé du côté ARS, mais aussi du côté CNAM. Donc, on espère qu'à un moment donné, on puisse faire ce transfert d'informations un peu automatisé. Pour l'instant, ça relève de la structure de coordination et ça rentre dans la dimension de coordination administrative que je vous ai évoquée tout à l'heure. Merci Marion.
Si on va sur le forfait et ce qui couvre, on retrouve les différents profils et les combinaisons de profils qu'on peut avoir avec les 4 profils complexe avec limitation de pratique autonome de l'activité physique, l'obésité complexe avec des troubles du comportement alimentaire et enfin l'obésité complexe avec troubles du comportement alimentaire plus limitation à la pratique autonome de l'activité physique adaptée. Et donc, on retrouve les différentes séquences qu'on a vues tout à l'heure. L'évaluation multidimensionnelle qui, quel que soit le profil du patient, vu qu'on est avant l'inclusion, fait l'objet d'un montant de 150 € et ensuite un montant qui est gradué en fonction du profil des patients sur la séquence 1 et sur la séquence 2 avec des forfaits globaux à 2 ans que vous retrouvez en fin de ligne. Ces séquences-là et ces forfaits, comme on l'a dit, n'intègrent pas la dimension éducation thérapeutique qui est financée par ailleurs. Petit point de précision, c'est que on sait bien que les structures, même s'il y a une demande d'être en capacité de répondre à des besoins assez rapidement, les 2 premières années, la structure de coordination, enfin les forfaits sont majorés de 20 € par patient et donc ça permet d'avoir le temps d'avoir une file active qui permet l'équilibre par rapport au forfait, d'avoir des éléments complémentaires et ce pendant 2 ans. Et après, ça se termine. À avoir aussi en tête, c'est qu'il y a une répartition entre l'assurance maladie du côté sécu et complémentaire. Et donc, on est sur une répartition du forfait à 60% sécurité sociale et 40% complémentaire. Et il peut y avoir le sujet de patients sans complémentaire. Et donc là, le point d'attention, c'est qu'il peut y avoir un reste à charge de 40% si absence de complémentaire. Je préfère être complètement transparente sur ce point de suite. On est sur aujourd'hui en France quand même une population bien couverte par les complémentaires. Pour autant, voilà, le point d'attention est qu'il y a bien cette répartition entre sécurité sociale et complémentaire. Avant d'aller sur la stratégie de déploiement sur l'appel à candidature, peut-être les messages clés à retenir, c'est que l'idée pour le parcours coordonné renforcé obésité, mais qu'on retrouvera aussi dans différents parcours, et je vous laisserai la parole après, Madame Pignol, c'est que le parcours coordonné renforcé amène des changements. L'idée, c'est d'avoir une offre qui est structurée et lisible pour orienter les patients au sein de la filière, une coordination experte qui sécurise les parcours complexes des patients, la complémentarité avec le premier recours, les centres spécialisés obésité et les soins médicaux de réadaptation non PCR pour l'un et pour l'autre, et un cadre clair de coopération entre les professionnels. Il apporte un levier fort contre les inégalités d'accès à la prise en charge de l'obésité et l'idée est bien de réduire ces inégalités, en tout cas en région, en termes d'implantation. Pour le patient, on cherche une amélioration de sa santé et de sa qualité de vie, de mieux comprendre sa maladie et ses impacts, d'avancer à son rythme avec une équipe de professionnels, et d'éviter les ruptures de suivi et l'errance de soins. Madame Pignol? Oui, merci beaucoup. Par rapport au financement du patient, du coup, concrètement, quand est-ce que ça survient? Quand est-ce qu'il paye? Il va donc payer 40% du forfait, donc une somme d'un coup, il ne va pas payer à la consultation. Et puis, qui gère cette partie-là de s'assurer qu'il y ait le complémentaire, qu'elle soit encore à jour au moment du paiement? C'est côté CPAM, c'est le coordinateur de la MSP ou du centre de santé? Comment ça se… Coordination, c'est la structure coordinatrice qui s'assure, donc au moment avant l'inclusion par rapport à la complémentaire. Donc, c'est une question qui est posée aux patients avant inclusion. Et après, sur la partie financement, c'est pareil, c'est la structure de coordination qui assure tout le suivi, la réalisation des différentes séquences. Après, il peut y avoir un découpage en sous-séquences pour avoir un financement plutôt intermédiaire. La séquence, on a vu qu'il y avait une séquence qui durait 1 mois. Il y a des réévaluations trimestrielles et donc l'idée est d'aller plutôt sur des sous-séquences trimestrielles avec
En gros, il faut retenir que l'assurance maladie paye sur service fait et donc sur les interventions faites à date. Donc, on va être plutôt sur une dimension, je me tourne aussi vers les collègues de l'assurance maladie, mais a priori plutôt trimestriel, c'est à la structure de coordination de déclarer et le professionnel en fonction de ce qui a été fait en termes d'intervention. Et donc, le patient paye à ce moment-là aussi, en fait. Il va payer au moment où la structure va faire la demande à la CPAM. S'il n'y a pas de coordination, enfin, s'il n'y a pas de complémentaire, oui, je pense. Marion et les collègues? Alors, sur la dispense d'avance de frais, hein, ça pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments. Après, sur la partie existence ou pas d'une complémentaire, mais ça, les collègues CEPAM qui accompagneront les structures au moment de la mise en place du dispositif, certainement vous proposeront aussi un appui hein, puisqu'on a des équipes qui travaillent pour éviter le renoncement aux soins. Et donc, s'il y a besoin d'un accompagnement spécifique de certains patients pour avoir des droits bien ouverts et aussi avoir accès à une complémentaire santé et qui ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche-là, qui sera certainement un préalable indispensable hein, avant l'entrée dans le dispositif. Ça également, ils pourront vous donner les contacts et faire cette coordination-là avec vous au sein de la structure. Mais peut-être que les structures qui candidateront connaîtront déjà cette mission accompagnement santé qui existe. Merci. Alors, pour les complémentaires, Madame Brandisi, Dr Brandisi, c'est normalement, il y a un accord entre les complémentaires en intercomplémentaires. Donc, il ne doit pas y avoir, enfin, sauf erreur de ma part, il ne doit pas y avoir de complémentaires qui refusent de prise en charge PCR. Marion, n'hésite pas. Hein. Si je dis une... Non, on confirme effectivement. Hein, il y a un transfert de flux, en tout cas, qui est fait plutôt côté national hein, à tout ce qu'on appelle intercomplémentaire. Donc, effectivement, oui, non, il n'y a pas de refus, en tout cas, des complémentaires pour participer au PCR. Après, la question va surtout se poser, mais comme ma collègue Karine l'a évoqué, c'est plutôt des assurés qui n'auraient pas de mutuelle, où là, effectivement, ce sera un reste à charge pour l'assuré, mais avec certaines possibilités de solutions pour l'accès aux soins. En tout cas, s'il n'y a pas de... Et puis très clairement, vu que là, sur la bascule de MNO hein, dans le droit commun, on va tester au fur et à mesure le fonctionnement. Donc, je pense que ça permettra aussi d'avoir un retour d'expérience précis pour les structures candidates ensuite et nous, côté assurance maladie, voilà, de pouvoir faire remonter l'éventuelle difficulté et puis présenter aussi les solutions qui peuvent être mises en place. On disait Cécile, là-dessus, on va avancer ensemble. C'est ça. En tout cas, l'idée n'est pas de lancer un appel à candidature et de voir ce qui revient et de vous laisser vous débrouiller. L'idée, c'est d'assurer un accompagnement et un suivi. On n'aura sûrement pas les réponses à tout. En tout cas, on se fera relais tant les équipes de l'assurance maladie auprès de la CNAM que nous du côté ministère. Et il y a des choses qui se feront au fur et à mesure. On a quand même, il faut avoir en tête qu'effectivement, l'arrêté est publié, mais on a quand même une posture du national de dire que potentiellement, il peut arriver à un moment donné de revenir dessus et donc c'est pas gravé dans le marbre et s'il doit y avoir des modifications avec le déploiement, bah, il faudra, ils le feront. Et puis, il y a des choses qui forcément on n'aura pas envisagées a priori et les questions se poseront au fur et à mesure. Ce qui m'amène sur le dernier temps, sur la stratégie de déploiement. Alors, il y a eu la question dans l'arrêté du parcours coordonné renforcé en région Bourgogne-Franche-Comté, on est à un plafond en fait d'un maximum de 12 PCR en Bourgogne-Franche-Comté. La démarche est de dire que on fonctionne avec un appel à candidature qu'on va appeler un premier appel à candidature qu'on va évoquer là. Possiblement, si on n'atteint pas les 12 PCR sur le premier appel à candidature, on a la possibilité de relancer un appel à candidature dans les 18 mois suivant la clôture du premier pour atteindre le plafond des 12. Notre appel à candidature a été travaillé et en version finale.
On attend les validations. On espère pouvoir le publier assez vite, en tout cas dans les jours à venir. Alors, je ne vous dis pas d'ici la fin de la semaine, mais on ose espérer d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, on est en tout cas, tout est prêt de notre côté. Cet appel à candidature, il est structuré de la façon suivante, avec les textes de référence, les enjeux de santé publique et de contexte, bien entendu, l'objet de l'appel à candidature. On va se raccrocher à deux choses finalement pour vos candidatures. Il y a l'arrêté national qui donne ce qu'est et finalement ce qu'est ce PCR, obésité. Et nous, dans l'appel à candidature, on a essayé de cibler une rédaction à plutôt comment on y va et comment on veut y aller en région. Et donc, il y a bien ces deux cahiers des charges à prendre en considération. Le cahier des charges de l'appel à candidature faisant référence au cahier des charges de l'arrêté. Le périmètre territorial et la volumétrie qui est considéré, ou en tout cas qui est envisagé par le porteur. Les structures éligibles sont relistées dans l'appel à candidature, en tout cas le cahier des charges. Les critères de sélection qu'on retient, nous, en région, les modalités de candidature, la procédure de l'instruction, les modalités de mise en œuvre derrière, le suivi, l'évaluation et le contrôle. Étant sur un premier PCR, quand on lancera l'appel à candidature 1, comme l'ont dit les collègues, et ça, je vous l'avais en fin de support qui sera mis en ligne, nous, on a mis en place une adresse générique ARS, donc ARS BFC PCR, qui permet une porte d'entrée, en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez perdu qui était le référent de quoi, pas de problème. Il y a une adresse générique. On a une page sur le site de l'agence Bourgogne-Franche-Comté pour avoir toutes les actualités autour du PCR. Donc, si vous mettez PCR obésité, PCR en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez une page sur le site de l'agence où on remettra l'enregistrement de ce webinaire et les différentes infos au fur et à mesure. Et quand on sera dans la phase d'instruction, il peut y avoir des allers-retours, tant avec les collègues de l'assurance maladie, des directions territoriales, les différents référents sur les points. Vous pouvez ne pas attendre de faire et de mettre votre candidature. Vous pouvez nous solliciter en amont du dépôt de votre candidature parce qu'on sait bien que c'est pas simple. Donc, sur le calendrier je crois que j'ai oublié de vous remettre le calendrier. Oui, j'ai oublié de vous remettre le calendrier, pardon. Donc, sur le calendrier, on attend la validation. On a reculé un petit peu. On veut vous laisser le temps parce qu'on a une marge sur l'ouverture, le temps d'ouverture de l'appel à candidature. Donc, on ose espérer, comme je vous disais, le lancer là, tout début juin. On vous laissera jusqu'au 10 septembre finalement pour répondre, ce qui laisse 3 mois et demi pour accompagner les différentes équipes avec les différents métiers. Et s'il y a besoin de temps avec les porteurs, on mettra les compétences autour de la table nécessaires pour vous accompagner pendant ce temps. Au 10 septembre, on clôture l'appel à candidature. Nous, on rentre dans une phase d'instruction et à l'issue de la phase d'instruction, chaque candidature recevra une notification. Il n'y aura pas d'arrêté d'autorisation ARS, c'est une notification du DG ARS, quel que soit le fait que vous soyez sélectionné ou pas, qui permettra de vous motiver la réponse par rapport à la sélection. En tout cas, ce qui est à retenir dans les 2 minutes qui nous restent, c'est que c'est le tout premier. Donc, quand c'est les tout premiers, on a rarement tout bien au départ. En tout cas, on se tient à votre disposition pour l'ensemble des questions que vous pouvez avoir, si vous avez besoin d'un temps aussi pour construire votre appel à candidature, si certaines questions se posent, n'hésitez pas. Monsieur Barbet? Pardon, bon, j'ai du mal à réactiver mon micro. Pas de problème. J'interviens du coup au nom du RPS kiné BFC. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse préciser la place des kinés du coup, qui n'ont pas été évoqués. Alors, est-ce qu'on doit considérer qu'on fait partie des professionnels d'activité physique adaptée dans ce parcours-là?
Comment on peut être intégré à ça? On est des professionnels qui sont plutôt très formés en éducation thérapeutique aussi. Donc voilà, est-ce qu'on doit se considérer faisant partie des activités des professionnels en activité physique adaptée ou non? Alors, je me permets de répondre du coup par rapport au volet activité physique adaptée. Donc, dans l'arrêté du PCR est justement présenté les professionnels qui peuvent délivrer l'activité physique adaptée. Donc, il y a les masseurs kinésithérapeutes, les enseignants APA, les ergothérapeutes et psychomotriciens. Donc, voilà, c'est la liste. Par contre, on n'aura pas, comme on peut trouver par exemple en région, des éducateurs sportifs formés à l'APA. Eux, voilà, ils sont en dehors du PCR. D'accord, merci beaucoup. Bon, alors définitivement, Laetitia, mon son refuse de t'entendre, mais c'est pas grave. J'espère que l'enregistrement, lui, prendra les différentes interventions. Voilà. Il est 13 heures, nous avons tenu le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, immédiates. S'il y en a d'autres plus tard, n'hésitez pas. Oui, Madame Pignol? Oui, merci. Une petite dernière. Du coup, est-ce que de fait, l'EMNO est déjà validé? Est-ce qu'on va pouvoir leur adresser des patients rapidement vu qu'ils étaient dans l'expérimentation? Ou est-ce que pour l'instant, ils ont besoin de redéposer tout le dossier, etc., avant d'être validés ou pas? Je me posais cette question toute bête. Alors, on repasse dans le circuit d'intégration parce qu'il faut qu'il y ait une notification des GRS pour reconnaître un parcours coordonné renforcé. Donc, même pour les équipes expérimentatrices, il faut rentrer dans le circuit, de l'appel à candidature. Donc, MNO devra, pour devenir PCR, candidater dans le cadre de l'appel à candidature. Après, sur la continuité de la file active, on essaye de ne pas avoir de rupture de prise en charge pour les équipes expérimentatrices, donc qui sont sous d'autres modalités. Et donc, on les prend, il prendra peut-être en ralenti le temps qu'on ait les notifications. Mais en Ok. tout cas, on essaye de pas d'avoir d'interruption. Je vous l'ai mis, hein, Ok. j'ai repartagé mon écran pour l'adresse PCR. Je vous remercie tous pour votre participation. En tout cas, on espère que ce webinaire a pu vous éclairer. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous, tant du côté des directions territoriales que par le biais de cette adresse générique, Émilie du côté de filière obésité. En tout cas, on arrivera bien à se retrouver, quelle que soit la porte d'entrée. Vous n'hésitez pas, comme vous l'a dit Laurent, à nous solliciter et on sera à vos côtés pour le déploiement du PCR obésité. Et peut-être pour certains, à bientôt, puisqu'on fera le webinaire sur parcours coordonné renforcé. Enfance protégée, en tout cas, à chacun des PCR, on proposera ces temps d'information, d'échange avec les acteurs en région. Merci. Merci à tous. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bon Merci à appétit. tous.